Ok les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons le retour d'un cadreur derrière, Valentin du coup, nouveau cadreur. Et du coup, c'est la séance full body, donc ma deuxième séance full body. Je crois que c'est celle que j'ai déjà partagée la dernière fois. Néanmoins, il y a toujours des choses à dire, hein, il y a toujours des choses à dire, à commencer par le style vestimentaire. Le style vestimentaire, les tongs qui n'ont pas changé, le froc Gens Club du poteau Arthur, et d'ailleurs il m'a fait un code, donc code Denis si tu veux une réduction sur Gens Club. Ce pantalon je l'adore, il est vraiment top. Et puis toujours la petite veste, t'as l'impression qu'elle est chaude mais pas du tout, et surtout elle a un bonus, celle-ci, c'est que quand je pousse avec cette veste, eh bien, je me sens plus fort. Du coup, c'est la petite stratégie, et tu pourras me voir au milieu de l'été sous canicule, quand même mettre cette espèce de sweat polaire, tout simplement parce que je me sens plus fort avec. D'ailleurs, si toi aussi tu as des vêtements, tu as l'impression que quand tu les mets, tu es plus fort. Je suis assez curieux, ou alors je suis le seul mec à être un peu chelou comme ça. Quoi qu'il en soit, la musique, tu la connais. On va commencer du coup par la machine à élévation latérale. Donc machine à élévation latérale, la Life Fitness, celle-ci tu sais que je l'adore. On va donc essayer de progresser comme d'habitude par rapport à la dernière fois. Les épaules, c'est toujours donc mon focus. Honnêtement, ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça, que je l'ai en focus sous différents formats. Les épaules bougent bien, donc c'est que je fais ce qu'il faut, mais en même temps, tu peux te dire que ça fait un petit moment que je l'ai en focus, que je l'ai peut-être gardé parce que ça fait que je progresse pas forcément dessus. En réalité, quand tu as une zone comme ça, un retard musculaire ou autre, t'attends pas à le rectifier en quelques mois. Je sais que moi, les épaules, c'est un groupe musculaire que j'ai négligé pendant des années, parce qu'au début, il y avait le faisceau antérieur qui était diabolisé. On disait qu'il fallait pas le faire, qu'il travaillait suffisamment sur tous les mouvements. La vérité, c'est que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et moi, voilà, j'ai écouté bêtement ces conseils, et aujourd'hui, je me retrouve avec un faisceau postérieur qui est très développé parce que je l'ai matraqué pour le coup, mais un gros manque au niveau donc de l'avant de l'épaule, et du faisceau médian aussi, parce que j'ai tendance à pas mal compenser sur mes exercices avec le faisceau médian, et du coup je suis obligé de rattraper ça. Mais comment tu veux rattraper des années de manquement en quelques mois? Malheureusement, c'est pas possible. Et voilà, si aujourd'hui tu as un point faible, qu'il soit génétique ou parce que comme moi t'as pas forcément travaillé correctement, il faut pas s'attendre non plus à rattraper tout ça en quelques mois. Parfois ça peut le faire, mais c'est sur des pratiquants qui sont assez débutants, à la limite de l'intermédiaire. Mais sur un pratiquant confirmé, ça prendra toujours pas mal de temps. Bon, comme d'habitude aussi, j'alterne mes mouvements. Ça, c'est quelque chose avec lequel tu as l'habitude. Donc là, je vais sur le loro en même temps. Donc le loro, c'est mon mouvement hybride pour trapèze et grand dorsaux. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que justement le loro, c'était pas forcément la meilleure machine pour les trapèzes, ni la meilleure machine pour les grands dorsaux. En fait, tout dépend toujours de la façon dont tu l'as fait. Mais en fait, à partir du moment où tu fais un mouvement hybride, bien sûr que ça sera jamais aussi bien que si je faisais un mouvement uniquement pour les grands dorsaux ou un mouvement uniquement pour les trapèzes. J'en suis conscient. Mais par contre, le gain de temps et la stimulation que ça me permet d'avoir, et surtout sur le long terme, ce que ça me permet d'avoir, c'est nettement mieux que si je devais scinder en un exercice trapèze, un exercice grand dorsaux. Donc parfois, il faut en fait accepter certaines choses qui soient moins optimales ou moins bonnes sur le papier pour la progression. Autre point, si j'ai moins de stimulation directement sur les grands dorsaux et les trapèzes avec ce mouvement, j'en suis conscient. Mais en même temps, ça me permet d'avoir un mouvement qui va être moins compliqué à récupérer. Mais forcément que si je me mets une mine sur les grands dorsaux, si je me mets une mine sur les trapèzes, ce sera plus compliqué que si j'ai un exercice hybride entre les deux. Donc en soi, tu vois, c'est pas parce que c'est moins optimal que ça peut pas être inclus dans une programmation. Tout dépend toujours de la stratégie que tu as dans ta programmation. Tu vois, les montées en gamme, quand je les fais, je perds pas de temps non plus. C'est-à-dire que là, j'ai fait donc une première plaque, et j'ai pas pris 3 minutes de repos
avant de faire ma montée en gamme suivante. Ça, c'est quelque chose que je vois trop, c'est que les gens considèrent les montées en gamme comme des séries effectives et ils vont prendre autant de repos pour une montée en gamme que pour une série effective. Une montée en gamme, c'est pas censé te fatiguer. À la limite, tu es censé pouvoir les enchaîner. Faire voilà, une plaque, ensuite tu fais ta montée en gamme, hop, tu prends une autre plaque, tu la mets d'un côté et de l'autre, ça te prend 30 secondes et tu dois pouvoir faire ton autre série. C'est pas censé te fatiguer, c'est censé te préparer. Et aujourd'hui, s'il y a autant de personnes qui ratent leur échauffement ou qui juste ne s'échauffent pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris ça et ils voient l'échauffement comme une contrainte qui prend trop de temps ou qui les fatigue, alors qu'en fait l'échauffement il est vraiment là pour te préparer, te mettre en confiance. Et souvent ce que je dis c'est la dernière série de ta montée en gamme, c'est celle qui va te mettre en confiance et qui va te dire si justement eh bien ton set va bien se passer. Il y a trop de personnes justement qui ne le font pas et justement quand je vois comment passe ma dernière de ma montée en gamme, c'est ce qui me dit derrière, ok, aujourd'hui je vais tout arracher. Ou alors, ok, aujourd'hui ça peut être compliqué, mais globalement c'est plus que ça me met en confiance qu'autre chose. Si jamais, on va dire que ma dernière de ma montée en gamme, je vois qu'elle est vraiment très dure, bon, en général, j'ai d'autres signaux avant qui me disent que la séance va être compliquée. Mais vraiment, ne manque pas ça, ne skip pas cette partie-là, parce qu'elle est très importante pour toi et ta progression sur le long terme. Vous le savez, du coup, on est en train de tester pas mal de magnésie actuellement. Enfin, vous le savez, je dis ça comme si vous regardez toutes mes vidéos, mais j'espère que tu regardes toutes mes vidéos. J'espère que tu regardes toutes mes vidéos, et si ce n'est pas le cas, il faut que tu t'abonnes. Mais actuellement, donc, on est en train de tester de la magnésie. Là, du coup, donc, j'en ai mis à nouveau. J'aime bien faire le combo magnésie plus bande de tirage. C'est ce qui me permet de le plus sécuriser ma prise. Que bande de tirage, tu peux t'y habituer, mais c'est vrai que quand tu rajoutes de la magnésie, je trouve que en fait, ta main, quand elle vient sécuriser la bande, tu sens que tu es vraiment bloqué. Donc honnêtement, la magnésie, c'est pas un truc qui coûte si cher que ça. À moins qu'elle explose dans ton sac, tu en as pour plusieurs mois. Et en complément des bandes, c'est vraiment un super ajout. Alors, pour ce qui est de la magnésie du shop, elle n'est pas encore disponible parce qu'on veut vraiment quelque chose qui est top. Tu vois, là, je suis en train de tester une magnésie. Elle n'accroche pas tant à mes mains. Je trouve qu'elle part assez vite. On essaye de trouver quelque chose un bon compromis d'un point de vue de la magnésie. Et c'est pas toujours simple. Mais le jour où on a une bonne formule, parce qu'en fait tu te dis la magnésie c'est quoi, c'est juste voilà, à partir de magnésium machin etc. Non, tu as de la magnésie chimique, de la magnésie qui vient du coup du magnésium naturel, mais c'est dur à faire etc. Et les conditions humaines sont pas ouf. Il y en a qui vont tenir plus longtemps sur tes mains, il y en a qui vont ajouter des épaississants, justement des trucs qui peuvent aussi accrocher sur les mains, les assécher et te les niquer. En vrai, tu te rends vite compte que, de toute façon, on avait parlé un peu du processus de création des accessoires, mais tu te rends vite compte que c'est pas si simple que ça, surtout pour un produit que, voilà, la magnésie, c'est pas un produit que tu vendras 100 balles, mais tu te rends vite compte que, même pour un petit produit, il faut parfois bien stricturer les méninges parce que c'est pas aussi simple que ça. Et oui, je pourrais prendre le premier fournisseur qui ferait de la magnésie pour pas cher ou autre, mais c'est pas le but. Le but, vous le savez avec la marque, c'est de vous faire des accessoires qui soient vraiment top quali. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont utilisé nos accessoires le savent et le sentent que voilà, il y a vraiment eu du travail de recherche derrière profondément et qu'on a déjà essayé plein de choses pour en arriver là. Et la magnésie, c'est pareil, ça ne dérogera pas à la règle et on va essayer de vous faire quelque chose de vraiment bien. Mais c'est vrai qu'en ajout des bandes, c'est pas mal du tout. Et tu vois, là, j'ai pas encore les bandes parce que je suis pas à ma charge de travail. Mais quand je vais être à ma charge de travail, je mettrai les deux. Cette machine, vraiment, je l'adore. Pour les épaules, elle est juste incroyable. La stimulation musculaire
que j'arrive à avoir, la simplicité d'utilisation que j'arrive à en avoir aussi, et le fait que vraiment en fait je sois bloqué, je viens vraiment contracter mes abdos là-dedans, la position de mes jambes et fait en sorte que je puisse pas tricher. Je compense pas avec les trapèzes ou les érecteurs. Je suis vraiment en fait sur un mouvement où je peux isoler au maximum mon faisceau latéral. J'ai pas la charge dans la main aussi, ce qui fait que tu vois la charge elle repose ici. Donc j'ai pas de facteur limitant de poigne ou j'ai pas de truc dans les mains à tenir. Et juste ça rend ce mouvement dingue. Alors je sais que toutes les machines à élévation latérale ne se valent pas, ne se ressemblent pas, etc. Avec la Matrix, la Technogym, la Gym 80, la Life Fitness, etc. Mais si tu en as une qui ressemble à peu près à la mienne, que tu n'as pas le stack sur le côté comme on peut voir, tu vois, moi le stack il est devant, donc c'est ça aussi qui fait que c'est pratique, en fait, juste fais-la, parce que tu vas voir que d'un point de vue de la qualité d'exécution, du recrutement musculaire que tu vas pouvoir en avoir, ça va être juste dingue. Par contre, si tu as une machine qui ressemble à la mienne et que tu me dis que tu n'arrives pas à faire la même chose que moi, à correctement sentir ton faisceau médian en dessus, il y a de fortes chances que ça vienne de ton exécution. Parce que je vous vois les gars qui accusent les machines, ouais c'est la faute de la machine, elle est pas bonne, machin, etc. Basic Fit, ils ont des machines de merde. La vérité c'est que Basic Fit, honnêtement, tu as plus de 50% des machines, et je pèse mes mots, qui sont vraiment excellentes, et tu as très peu de très mauvaises machines, et même si tu as des très mauvaises machines, tu peux facilement les récupérer avec un positionnement, des accessoires, etc. Donc la plupart du temps, les gens qui accusent les machines à cause pour une lacune de progression, c'est pas la faute de la machine, c'est la faute de la personne qui utilise la machine. Tu sais, c'est un peu comme si tu me dis je peux pas rouler vite parce que j'ai pas une bonne voiture. En fait mec, ta voiture c'est une Lamborghini, c'est juste toi qui conduis mal et qui peut pas dépasser les 50 km/h. Là c'est le même principe avec les machines. Ça sert à rien d'accuser les machines si c'est toi le problème. Vraiment ce Loro Arsenal, de tous les Loro que j'ai pu tester, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. En fait les possibilités qu'il offre en termes de réglage, en termes de facilité, de différence de prise, sa seule problématique c'est vraiment sa tension. J'ai du mal avec le fait que le maximum de la tension arrive sur la fin du mouvement. Mais tu vois, c'est pas ultra compliqué, hein. Tu soudes ici, hop, ici. Tu te mets un petit épi. Bon, ta machine, ça va un peu la rallonger, ça va être un peu un tank. Ou alors, tu peux très bien faire un truc un peu plus vers là. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça gêne si tu mets des plaques aux deux endroits. Mais tu vois, même avoir un bras de levier un peu plus long, c'est pas forcément problématique. Tu vois, le bras de levier il est quand même assez court, ce qui fait que tu mets vite des plaques. Mais je veux dire, ça se modifie assez facilement. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Dans la série Pimp My Gym, là on est en train de justement réfléchir à tout ça. Et incessamment sous peu, on va attaquer à tout modifier. Ça va peut-être même déjà commencer, mais ça, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais faut t'abonner pour savoir ça. Donc si tu t'es pas abonné, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais, mais il faut le faire. Et j'ai hâte de partager tout ça avec toi. Tu vois, je vais commencer à passer ici sur donc la shoulder press. Donc vraiment tout est fait pour s'enchaîner. Les machines sont vraiment toutes à côté. Tu vas me dire oui, mais toi, c'est toi qui as positionné tes machines comme ça. Je peux t'assurer que quand j'ai positionné les machines, j'ai pas pensé à ma programmation. J'ai fait par rapport à l'espace. Et c'est pareil en salle de sport. Tu t'aperçois qu'il y a des enchaînements qui peuvent se faire, qui sont logiques en fonction de ta programmation. Des machines qui sont côte à côte. Tu vois, le fameux leg extension, leg curl. Si tu as la possibilité de les enchaîner, ton leg curl ne va pas impacter les performances de ton leg extension. Et inversement, juste dès que tu finis une série de leg extension, cours pas sur ton leg curl pour le faire. Mais il y a des choses comme ça qui s'enchaînent bien, qui peuvent se faire. Et essaye toujours de réfléchir, tu vois, à toutes tes contraintes, à comment tu peux optimiser ton temps, etc.
Vraiment, je te jure, c'est ce qui fait la diff sur ta progression, sur ton adhésion, sur ta motivation. Parce que par expérience, faire des séances de 2h30, 3h, c'est pas un truc que tu pourras maintenir toute ta vie. Il y a forcément un moment où tu vas dire, bah, soit je vais devoir réduire, soit je vais devoir faire autrement, soit machin, etc. Mais au plus tôt tu comprends que tu peux optimiser ton temps, au plus tôt tu comprends que tu peux optimiser ton entraînement, et au mieux tu progresses. En fait, c'est un peu comme si je te disais, bah écoute, aujourd'hui, tu vas progresser en t'entraînant 20 heures par semaine. Et maintenant, si je te dis, bah écoute, tu vas progresser de la même façon, mais en t'entraînant 5 heures par semaine. Je pense qu'en fait, tu signes pour le 5 heures par semaine, parce que tu sais que bah, les 15 heures que tu vas gagner, tu vas pouvoir les mettre ailleurs, et même tu vas pouvoir les mettre dans des trucs qui sont utiles à ta progression. S'entraîner pendant 3 heures de 20h à 23h, ça nique ton sommeil, ça nique ta progression. Si tu fais plus qu'un entraînement d'une heure, 1h30, bah tu rentres à 21h30, voilà, 22h30 tu dors, alors qu'avant à 23h tu étais encore à la salle, tu vois. Donc il faut pas voir l'entraînement comme seul moteur de ta progression. Il y a aussi plein de paramètres que tu sacrifies quand tu passes trop de temps à t'entraîner. Et parfois il vaut mieux s'entraîner un peu moins longtemps, réduire ton entraînement d'une heure pour optimiser peut-être la préparation de tes repas, mais du coup être sûr que tu vas suivre la diète tous les jours, ou tout simplement réduire d'une heure pour gagner 1 heure de sommeil aussi, tu vois, à terme ça va jouer sur ta progression de tes performances, ou réduire d'une heure pour passer 1 heure de plus avec tes proches, avec ta copine, pour limiter le stress qu'ils vont justement te produire si tu passes pas trop de temps avec eux, tu vois. Et tout ça, ça fait partie de trouver son équilibre. Et aujourd'hui, voilà, en fait, le no pain, no gain de la muscu qu'il y avait il y a super longtemps, on sait que, tu vois, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on avait à l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure sur, ne serait-ce que le faisceau antérieur qu'il fallait pas faire, etc. En soi, tu te rends compte que tout ça, c'est en fait des choses qui sont plus forcément d'actualité. Et oui, il y a des gens qui voudront toujours ce no pain no gain, souffrir, machin, etc. à fond, s'isoler énormément pour progresser. Mais la vérité, c'est que t'as pas besoin de tout ça. Et aujourd'hui, on le sait. Ça, c'est la partie chiante que personne ne fait. Il faut ranger tes poids. C'est ma salle de sport. Je pourrais laisser les poids, je pourrais faire le connard et laisser mes poids. Mais tu vois, c'est les règles de base qu'on m'a appris quand j'ai commencé la muscu, c'est tu ranges tes poids, tu es respectueux. Et c'est quelque chose que il faut toujours appliquer. Et c'est vrai que ça se perd un peu. Avant, quand tu commençais à t'entraîner en salle indépendante, t'arrivais, c'était totalement différent et on te mettait très, très vite au fait des règles. Et si tu les respectais pas, mon gars, tu te prenais une sauce. Et en plus de ça, c'est pas le mec, tu vois, de l'accueil de Basic Fit. Bon, j'ai rien contre le mec de l'accueil de Basic Fit, mais bon, bien souvent, les mecs de l'accueil de Basic Fit, ils font pas de muscu, tu vois. Quand tu respectais pas les règles avant, il y a 10 ans en arrière dans une salle commerciale, c'était Baptiste, 120 kg sec, 1m90 qui venait te le dire, avec des stries sur les triceps. T'as jamais vu ça, et 50 cm de tour de bras. Je peux te dire que quand il te disait quelque chose, tu l'écoutais. Et en fait, il n'y avait même pas un monde où tu l'écoutais pas, parce que tu savais que les escaliers, la prochaine fois, tu allais les descendre sans les toucher. Donc, tu vois, t'appliquais un peu plus les choses. Aujourd'hui, si on a autant de personnes qui, justement, ne respectent pas les règles, c'est que, il y a plus, ce genre de personnes pour faire respecter les règles. Et en soi, c'était même pas violent. C'était, tu commences en salle de sport, il vient te le dire. Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait aucun problème. Et c'était sur ces règles-là, mais aussi sur toutes les règles de bon sens général. Et je trouve que c'est dommage que ça se soit perdu. Parce que crois-moi, ça faisait vraiment une grosse différence dans l'application des règles en salle de sport et sur comment était traité le matériel vis-à-vis des autres. Là, tu peux avoir l'impression que ma séance, si tu suis un peu, elle n'était pas comme ça la dernière fois. Et pour le coup, tu as raison. Il y a cet exercice qui a changé. Normalement, celui-ci, il est dans mon autre séance. C'est aussi ce que j'aime avec mon format actuel, mon full body, c'est que je peux vraiment intervertir des mouvements. Par exemple, la dernière fois, j'avais besoin de filmer des rushs sur l'autre mouvement. Du coup, je l'ai fait sur 2 séances à la suite. Est-ce que c'est grave? Non, c'est un mouvement que je fais déjà,
que j'apprécie, etc. Et ça me permet en fait de la flexibilité et de pas me prendre la tête à me dire ah mais si je fais ça, ça va pas être optimal, je vais pas progresser. Non, juste je le fais, j'intervertis et tu vois, là ça fait que je fais celui-là dans cette séance-là et je reprendrai correctement dans les autres séances. Parfois en fait, il faut pas complexifier les choses. J'en vois, ils se prennent la tête pour des détails. Oh, mais si j'ai pas ça, je vais pas progresser, etc. Et il faut vraiment faire la différence entre l'optimisation et vraiment la complexification et surtout l'espace mental que va te prendre cette complexification. Parce que tu te retrouves à t'arrêter sur des détails qui vont nuire à ta progression alors que en fait, c'est des micro-détails. Et il y a des personnes qui vraiment se prennent la tête pour rien, qui vont se dire « Ah, mais je vais pas progresser à cause de ça ». Et à côté, voilà, elles veulent perdre du gras, elles sont pas en déficit calorique. Je veux dire, parfois tu t'attardes sur un objet de décoration de la maison au lieu de t'attarder sur la maison, tu vois. Donc là, c'est la même chose. T'attarde pas sur des micro-détails, regarde toujours ce qui est le plus important et si tu respectes ce qui est le plus important, crois-moi, tu progresseras. Ce leg extension, il est vraiment bien avec la possibilité de moduler la tension avec les différents épis de chargement et même la façon dont on l'a modifié pour augmenter l'amplitude. Tu vois, la plupart des angles sur ton leg extension, tu vois vraiment quand tu rentres dedans, l'angle ici, tu vois, il est énorme entre mon fémur et mon tibia. Tu vas vraiment chercher un étirement qui est ultra important. En plus derrière, là tu vois, je suis au plus proche au niveau du siège, mais je peux vraiment beaucoup m'allonger, retirer le siège. Et ce leg extension, il est vraiment incroyable pour ça. D'une, tu peux moduler la tension. Deux, tu as une super amplitude dessus. Et en plus, tu peux l'adapter vraiment pour aller chercher un gros étirement. Tu as dû remarquer du coup que j'ai légèrement aussi changé ce mouvement. Donc comme tu le sais, j'ai les épaules qui sont assez fragiles. J'ai eu un gros passif de blessure à l'épaule. Si jamais tu es nouveau, je te la fais courte. Mais en gros, voilà, on m'avait dit que c'était irrécupérable, que je ne pourrais plus jamais pousser une barre, qu'il fallait que je me fasse opérer, machin, etc. Spoiler, regarde, regarde ce que je pousse. Mais par contre, bien sûr, ça a mis longtemps avant de revenir. Il y a eu un gros travail de rééducation, etc. Et du coup, donc je reprends. Tu vois, je fais toujours attention. Hein, honnêtement, ça fait super longtemps que j'ai pas eu de gêne, de douleur ou autre au niveau de l'épaule depuis cette phase de rééducation. Mais je reprends quand même doucement. Donc, tu vois, sur les plans qui sont exigeants, comme ici, donc le plan frontal. Au début, ce que je faisais, c'est que je venais poser sur les sécurités. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je viens faire une micro-pause en bas pour reprendre progressivement. Ça, c'est pareil. Tu vois, une adaptation d'un mouvement. Dès que celui-ci, je le partage sur le réseau, les gens disent « Ouais, mais dead stop, tu perds la tension, machin, etc. » Bon, déjà, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'il y a une étude qui le prouve? Que tu fais moins de gains musculaires en faisant du dead stop par rapport à si tu n'en fais pas? Voilà, le principe de base, encore une fois, il reste le même. Ce que je disais tout à l'heure. Te focalise pas sur un vase qui est dans la maison, focalise-toi plutôt sur la maison. Là, c'est la même chose. Si tu fais un mouvement en dead stop et que tu progresses avec sur le long terme, c'est le signe que tu prends du muscle. Tu vois, c'est pas parce que oui, tu progresses avec un mouvement où tu poses à chaque fois et tu vas pas prendre du muscle parce que tu poses à chaque fois. Non, c'est ridicule. Donc, concentre-toi toujours sur ce qui est le plus important. Et c'est pas parce que tu fais une variante qu'elle n'est pas forcément efficace. Et surtout, cette variante, elle doit toujours être spécifique à ton cas, spécifique à tes besoins. Voilà, à chaque fois sur mes vidéos d'entraînement, je te donne toujours mon exemple parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parfois, je te donne aussi l'exemple de personnes que j'accompagne. Mais il faut aussi, toi, derrière, que tu arrives à justement trouver ce qui te correspond, ce dont tu as besoin et que tu l'adaptes par rapport à toi. Et si justement, tu n'arrives pas à faire ça, c'est là où justement mon accompagnement est fait pour toi. Et si ça t'intéresse, tu as un lien dans la bio quelque part pour ça. Là, tu vois, c'est le moment où je t'ai dit tout à l'heure que j'étais plus en confiance avec mon sweat. Mais là, c'est le moment de la séance où les exos qui me restent,
le sweat, j'ai plus cet effet de il me rend plus fort, j'ai plus cet effet du il me gêne. Donc c'est le moment où il faut enlever le sweat. Pas parce qu'il fait chaud, mais parce que j'ai besoin d'un nouvel outfit, tu vois, pour me sentir bien et pour avoir de la force. Cette machine, elle est super. Honnêtement, j'ai l'impression que j'en fais la propagande à chaque fois. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un bloc de yoga qui est contre le dossier, qui tient avec un élastique. L'élastique, il va bientôt rendre l'âme, d'ailleurs. Ça fait genre 3 ans qu'il est sur la machine. Après de bons et loyaux services, il va nous lâcher. Mais c'est juste en fait une façon différente de faire l'exo. Le fait de rajouter un bloc de yoga, ça fait que tu vas pouvoir plus facilement rester penché en avant pour par exemple mettre un peu plus de focus sur les pecs ou autre. Moi personnellement, j'aime pas avoir quelque chose dans le dos par rapport à la variante que je fais actuellement. Mais si tu remontes mes vidéos, j'en ai déjà eu 2 pour une autre variante qui était voilà, un focus différent. Mais ça prouve qu'encore une fois, quand tu as une machine, tu peux vraiment faire tellement de variantes au sein parfois même de la machine, tu vois, avec les différentes largeurs qu'elle va pouvoir avoir, les différents réglages aussi qu'elle va pouvoir avoir, mais aussi avec tous les accessoires que tu vas pouvoir lui rajouter. Et ça va vraiment t'ouvrir en fait le champ des possibles et le champ des variantes avec un même exercice. Et tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est les personnes qui accusent les machines et qui disent qu'ils n'arrivent pas à progresser avec, en fait, tu vois, cette machine à dips, c'est une Lamborghini, et le fait de pouvoir faire ça, c'est un peu comme si, tu vois, hop, là, j'enlève les jantes, là, je remets les jantes et je mets des jantes carbone, tu vois. Bon, j'y connais rien en bagnole, mais tu as compris le principe. Tu peux aussi tuner ta Lamborghini très facilement avec juste un accessoire. Tu vois, là, je voulais faire le petit test pour l'expérience. J'ai pas mis la ceinture avec le stack. Faut voir comment j'ai décollé au niveau du cul. Et tu vois, ça prouve encore une fois que là, hop, bon, moi j'ai la ceinture qui est intégrée parce que voilà, on n'avait pas encore les lock belts à l'époque, mais là tu mets une petite lock belt et voilà, c'est un peu comme si tu mettais le moteur V12 sur ta Lamborghini. Je sais pas, il y a peut-être déjà un moteur V12 de base, ou alors ça se trouve, je sais pas, c'est pas bien les moteurs V12, mais tu as compris l'idée. Là, tu pimpes ta Lambo. Là, ce que tu as juste ici, c'est certains des prototypes de pins qu'on a testés pour arriver à la version finale qui est dans mes mains. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la magnésie. On est vraiment consciencieux, on a vraiment le souci du détail. Tu vois, à la base, c'était ceux-là, donc une tige. Ça, c'est ceux que j'avais fait sur la ferme. Une tige, tu vois, qui a du mal à être centrée par rapport au trou. Si tu regardes bien aussi, la tige elle a été tordue parce qu'elle n'était pas suffisamment résistante. Ça, je l'avais pris, c'était une tige de faneuse pour ceux qui viennent du monde agricole. Et voilà, j'avais bouché ça comme je pouvais. Ce pin, tu vois, il a 3 ans. Donc sur le produit final, tu te dis, il y a plus de 3 ans de R&D. Après, on avait fait ça. On récupérait donc des tiges sur une entreprise donc en Creuse, pour ceux qui connaissent, et qui était un peu plus résistante. Et le but, c'était donc de le souder à l'intérieur, donc dans un tube creux, pour pas que ça pèse 1 tonne dans le sac, parce qu'on avait vite compris que le souci du pin, c'est que c'est super lourd. Et donc on en est venu à une version intermédiaire qui était donc creuse et avec une autre tige, parce que l'entreprise qui nous fournissait en Creuse était limitée sur les stocks et sur celles qu'elle pouvait nous fournir. Puis en termes de coût aussi, c'était un peu cher. Donc on était parti sur un intermédiaire qui était tout aussi solide et avec lequel on avait un meilleur approvisionnement. Mais tu vois, le pin ne faisait pas fini, il faisait pas, ça faisait pas produit fini. Donc c'était pas ouf. Alors du coup, on en a quand même commercialisé certains. Et après, du coup, on a réinvesti pour faire une version un peu plus finie. Donc là, tu te retrouves avec une version où tu peux dévisser pour changer la tige. Parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes les machines, actuellement, n'ont pas le même diamètre de tige. Là, tu es sur du 10 mm, donc ça va chez Matrix, Life Fitness ou autre, mais ça va pas par exemple chez Technogym. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait une tige pour chaque marque de machine. Et du coup, on voulait un système de tiges interchangeables qui viennent là-dedans. On voulait également un système d'aimants qui viennent rester plaqués, tu vois, pour que ça tienne et pour pas que ton poids il penche ou autre. Et un système de curling qui vienne en fait maintenir ta plaque pour pas qu'elle glisse. Le problème en fait de ça, c'est que
bah, tu vois, sur ce premier prototype, déjà, je l'ai dans la main, mais il est super lourd. Et également, le fait d'avoir fait une tige comme ça, ici, qui est dévissable, bah, ça crée une fragilité. Donc, il nous fallait un matériau qui était encore plus dur. Et là, même, tu vois, les aimants, le fait d'avoir mis un cercle tout autour, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus aimanté. Et en plus de ça, bah, ça créait des fragilités. Et le curling n'était pas ouf. Donc là, tu vois, c'était une version avortée. Après, on a eu cette autre version qui était donc un premier prototype. Et tu vois, là, on le voit, bah, elle était tordue. Enfin, elle est tordue. Elle n'a pas tenu parce que ce qui s'est passé, c'est que la tige était pas suffisamment rigide. Et là, bon, il y a quelques pins qui sont là, mais dis-toi qu'ils ne sont pas tous là. Donc là, je t'ai juste présenté ces versions. Mais dis-toi qu'on a eu l'équivalent de peut-être 20 autres versions, même plus que ça, pour arriver aujourd'hui, tu vois, à la version finale, avec des tiges ultra solides, qui se dévissent facilement, des aimants qui sont vraiment super forts et qui vont tenir très bien, un pin qui est léger, qui est bien curlé, qui est bien fini aussi, tu vois, qui est beau, et tu vois, bah là, voilà, puis bon courage, tu vois. Donc, c'est tout ça qui est aussi intéressant dans l'aventure. Les gens voient que le produit fini, mais en fait, tu as toutes les backstage de par où on est passé pour en arriver là. Et c'est vrai que l'histoire de Spin, c'est quand même quelque chose parce que c'était notre produit un peu phare. C'est le produit que, voilà, au début, je soudais dans la grange, que je vendais aux gens de ma salle, etc. Après, on a commencé à faire des partenariats locaux, etc., à aller chercher plus loin, à faire un peu plus de R&D aussi avec des entreprises locales. Et c'est vraiment, le plaisir du produit fini, de voir à quel point il est abouti et de voir aussi que toutes les personnes qui l'utilisent aujourd'hui, elles en sont super fières et elles comprennent en fait tout ce qu'on a fait en termes de R&D pour en arriver à ce produit-là. Tu vois, tant qu'on est dans les protos, ça c'est le dernier prototype de Lockbelt qu'on a fait, qui est du coup noir, tu vois, avec le logo, et où on a validé justement donc la preuve de concept pour se dire, ok, cette boucle, elle est suffisamment résistante pour retenir des grosses charges, la ceinture elle est suffisamment ok, le petit bout en caoutchouc, c'est pareil, il est suffisamment solide. C'est du coup donc le dernier prototype qu'on a eu, qu'on sert encore, tu vois, qui est sur le leg curl, et qui nous a permis de valider donc la suite, parce que c'est pareil, en fait, quand tu fais des protos, les protos sont vachement chers, et quand tu te dis, ok, je vais faire une ceinture bleue, rien que le fait de faire un proto en bleu de cette longueur-là, ça coûte super cher. Donc pour valider la couleur, tu vois, on a fait une micro ceinture, elle est dans le décor du podcast, elle est genre grande comme ça, pour être sûr que la couleur allait bien, sans mettre, tu vois, 300 ou 400 balles dans un proto. En fait, les gens aujourd'hui voient que le produit fini, ils voient combien eux ils l'achètent, mais ils ne voient pas derrière tout ce qui a été fait pour en arriver là, tous les tests qui ont été faits, tout l'argent qui a été dépensé dans les protos. Et aujourd'hui, en fait, quand tu fais bien les choses, que tu fais vraiment des tests, que tu t'assures que ton produit est fini, en fait, il faut voir combien ça te coûte et combien de temps tu mets avant d'être rentable. Tu vois, avec Rémi, on l'a vu la dernière fois, on a passé les 700 commandes sur le shop, mais il a fallu attendre d'en faire plus de 500 pour commencer à gagner de l'argent avec le shop. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est des tickets d'entrée où quand tu veux créer une marque, il faut mettre des grosses sommes, il faut vraiment pas avoir peur de te casser la gueule. Surtout que aujourd'hui, créer des boutiques, c'est voilà, il y a aussi beaucoup un côté où les gens disent ouais, forcément, tu prends le premier produit en Chine, machin, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, c'est sûr que aujourd'hui, certains le font. Et c'est ça aussi c'est toujours le comportement de certains qui fait que l'opinion globale va diminuer. Mais c'est pas parce que certains le font que tout le monde le fait. Et voilà, toi, tu as les preuves que justement on a le goût du détail et que vraiment on a créé une marque pour les pratiquants par des pratiquants. Et je pense que c'est toujours aussi intéressant d'avoir les backstage de la création d'une marque sur comment ça se passe et justement comment ça se déroule. En termes de rentabilité aussi, si jamais toi aussi tu veux te lancer.
Ce leg curl aussi, c'est vraiment une pépite. Je sais que les leg curls assis, il y en a qui vont quand même être mieux que d'autres. Le Life Fitness, il est très bon. Le Paramount aussi qu'on a en bas, il est très bon. Le Gym 80 que tu retrouves dans les On Air, il est vraiment bien aussi. Le Matrix, il est pas si mauvais que ça non plus si tu sais le faire correctement. Il n'y a que le Techno Gym que tu retrouves dans les fitness parks qui est vraiment nul à chier pour le coup. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à l'apprécier. Hein. Mine de rien, c'est un peu une bête sauvage. Il faut juste apprendre à le dompter et après ça va un peu mieux. Mais globalement, le leg curl assis, c'est l'un des mouvements banger pour les ischios. Après, pour les ischios, tu n'as pas 40 000 mouvements non plus. Tu vois, c'est pas comme les pecs, les bras, etc. où tu peux vraiment faire plein de variantes différentes. Les ischios, souvent, c'est leg curl assis, leg curl couché, leg curl debout. Et je trouve ça intéressant parce que, tu vois, autant tout ce qui est mouvement de pecs, bras, etc. Les gens se prennent tout de suite beaucoup la tête sur le meilleur exo, le machin, le truc. Groupe musculaire comme les ischios, t'as pas beaucoup de choix. Donc en fait, tu te prends pas autant la tête et ça revient en fait à ce que je disais tout à l'heure. Parfois en fait, quand tu ajoutes de la complexité, tu perds les gens et tu oublies de te concentrer sur les choses essentielles. Voilà, pour les ischios, tout le monde est d'accord qu'il faut faire un mouvement de leg curl couché, assis. Assis peut être potentiellement supérieur dans certaines situations. Déjà, quand tu as un leg curl assis dans ta salle, ce qui est une bonne situation. Et voilà, un mouvement d'extension, type soulevé de terre, jambes tendues. Et voilà, tu as ta séance ischio. C'est pas compliqué. Et t'as pas besoin de complexifier les choses. C'est en fait dès que tu ajoutes de la variété, dès que tu ajoutes du choix, là on se retrouve avec les vidéos tier list des meilleurs exercices pec, etc. Bizarrement, j'ai jamais vu une tier list des meilleurs exercices ischio. Et puis en même temps, les ischios, c'est pas un groupe musculaire du miroir. Tu vois, c'est pas quand tu te regardes en face d'un miroir, c'est derrière, donc tu y accordes aussi moins d'intérêt, donc tu te prends un peu moins la tête que les bras, les pecs, les épaules, etc. Mais globalement, en fait, ce que tu dois retenir, et c'est ce que j'essaie de te faire dire depuis le début avec cette vidéo, c'est focalise-toi uniquement sur ce qui compte vraiment. Quand ça commence à devenir trop complexe, cette complexité n'est peut-être pas justifiée et n'est peut-être pas utile. Là, c'est la fin de séance. Tu sens que je suis plus aussi vif qu'au début là. Mais tu vois, même sur une séance rapide comme ça, qui prend pas beaucoup de temps, ça veut pas dire que tu vas pas t'allumer la gueule et que tu vas pas ressortir avec de la fatigue. Le but, c'est pas de moins performer. Le but, c'est pas d'avoir moins de stimulation musculaire. Le but, c'est d'en avoir autant, mais sur un temps qui va être divisé par 2 ou par 3. En fait, c'est un peu comme ça dans la vie. Si tu peux faire exactement tout ce que tu fais aujourd'hui, mais en 2 ou 3 fois plus rapidement, je pense que tu signes pour tout, tu vois. Parce que ça veut dire que tu as plus de temps libre pour plein de choses. Donc là, c'est exactement la même chose. Tu vois, si demain, ton boss il te dit, bon bah voilà, écoute, tu travailles 35 heures par semaine, mais si tu me fais exactement tout le travail que tu me fais en 1 heure par jour, je pense que tu signes directement, tu vois. Et surtout si tu es payé pareil, parce que tout le temps libre que tu vas gagner. Là, c'est pareil, c'est pourquoi t'entraîner 3 heures quand tu peux faire le tout en 1 heure et en plus garder ta productivité, garder ta progression. Je pense que tout le monde signe pour ça. Il faut juste que tu appliques les mêmes principes que tu appliquerais en fait à d'autres choses, à la musculation. Et tu verras que honnêtement, c'est game changer et tu verras plus du tout la muscu comme une contrainte. Il y en a, en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'ils perdent la motivation d'aller s'entraîner parce qu'ils savent que ils vont devoir faire potentiellement 20 minutes de route pour passer 2h30 à la salle, puis refaire 20 minutes de route. T'imagines le temps que tu y passes, alors que ça se trouve, tu vois, la salle elle est à côté de leur taf, ou ils peuvent y aller à une salle entre midi et 2, ils n'ont pas besoin de faire autant de route. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, et puis tu divises ton entraînement par 2, tu fais plus qu'1 heure de séance. En vrai, il y a plein de choses que tu peux faire, que tu peux optimiser. Et en fait, juste la vie a une autre saveur quand tu te retrouves avec un corps qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, pas de contraintes d'un point de vue de la préparation des repas, etc. Parce que tu as du temps, puis du temps libre pour toi, pour profiter, tu vois. Parce que d'un côté, c'est quel est le but de construire un physique de rêve si derrière tu peux pas en profiter aussi, tu vois. Si
si le seul moment où tu profites de ton physique, c'est quand tu vas à la salle, alors tu peux aussi avoir cette vision-là des choses. Mais tu vois, si tu en profites dans les habits que tu mets, quand tu te promènes, que tu vas en ville, que tu sors, que juste tu marches, tu prends l'air, c'est aussi une façon de profiter de la vie. Après, est-ce que c'est mon prisme? Est-ce que c'est mon point de vue? Et je ne voudrais pas imposer ma vision que j'ai, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de personnes qui seront d'accord avec ça. Cet exercice pour les biceps, je crois que ça fait un moment que je le fais, je ne te l'ai jamais présenté. Je le faisais, j'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos, mais c'est un mouvement pareil que j'affectionne particulièrement. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais te montrer les deux variantes. Soit tu le fais du coup avec le dos en appui et tu fais ton mouvement de curl, soit tu le fais dans l'autre sens. Et du coup, tu vois, tu vas avoir la résistance qui va venir un peu plus de l'avant et tu fais ton mouvement de curl. Encore une fois, quelle variante est supérieure à une autre? C'est difficile à dire. Il y en a une sur laquelle tu vas avoir un peu plus de stabilité. Il y en a une sur laquelle, personnellement, tu vois, je préfère que la résistance vienne de devant. Je trouve ça plus naturel. Ce qu'il faut, c'est en fait pas partir du principe que l'une est meilleure que l'autre. Il faut voir les deux comme des variantes. Et à un instant T, tu sais que tu peux faire l'une. Et ça se trouve, au bout d'un moment, tu vas saturer et juste tu vas passer de l'autre côté. Et tu auras un autre exercice facilement à disposition. Parfois, il ne faut pas, comme je disais, surcomplexifier les choses. Juste, t'assure pas de toujours vouloir avoir le truc le plus optimal, à te dire, ok, est-ce que c'est vraiment le mieux, chercher à toujours tout remettre en question, etc. C'est pas forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est juste de faire sur le long terme, de progresser avec ce que tu as, potentiellement changer, adapter pour de la variation, pour d'autres raisons. Mais en fait, chercher l'exercice magique, c'est une quête vaine et tu trouveras toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et puis surtout tu trouveras toujours que l'herbe est plus verte ailleurs sur de l'herbe que tu peux pas manger, tu vois. Tu diras toujours que ta salle te limite et que c'est mieux dans une autre salle et que tu progresserais mieux si tu avais un autre exercice. Et en fait, à toujours regarder l'assiette du voisin, t'oublies ce que tu as dans ta propre assiette et c'est là où ça devient compliqué. Si tu as envie de manger les lasagnes qui sont dans l'assiette du voisin, parfois tu oublies que toi, dans ta propre assiette, tu peux avoir du caviar. Donc fais attention à ça et concentre-toi d'abord sur ta propre assiette avant de loucher sur les assiettes des voisins. Bon, on est sur le dernier exercice de la séance, les extensions pour les triceps. Je pense que là, si tu as regardé mes dernières vidéos, tu sais que c'est l'exercice de fin de séance. Je vais te laisser du coup avec le dernier set. Avant ça, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, t'abonner. Également, si tu veux que je t'accompagne dans ta progression pour faire passer ton physique au niveau supérieur là, dans les 3 à 6 prochains mois, n'hésite pas à réserver un appel bilan directement avec moi dans la description. Et puis, écoute, sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Wow. Fin de vidéo.